Il y a des montagnes qui pardonnent les erreurs. Et il y en a où une seule seconde décide de tout. Le pic Laila dans le Karakorum fait partie de ces dernières. C'est précisément là que s'est rendue, à l'été 2025, une athlète allemande qui avait troqué le biathlon pour l'alpinisme. Ce sommet fut son dernier. Les événements se sont déroulés très récemment, mais il est déjà possible de reconstituer une image complète de ce qui s'est passé. Commençons par le contexte. Laura Dahlmeier appartenait à l'élite du sport allemand et comptait parmi les meilleurs biathlètes de la planète. Les Jeux olympiques de 2018 lui ont apporté une double médaille d'or, des victoires en sprint et en mass start. 7 titres mondiaux, la Coupe du Monde en 2016 et 2017. Son palmarès est impressionnant. Elle reste la seule athlète dans l'histoire de la discipline à avoir remporté 5 médailles d'or lors d'un même championnat du monde. Et la seule à avoir gagné 2 fois de suite toutes les courses individuelles au championnat du monde. Quand, par un froid de 30 degrés, vous touchez la cible avec un pouls à 180, puis que vous repartez courir, cela exige un contrôle que la plupart des gens n'ont tout simplement pas. Laura maîtrisait ce contrôle à la perfection. Son niveau de compétence était absolu, sa reconnaissance internationale inconditionnelle. Et puis, en 2019, juste après son triomphe olympique, elle annonce la fin de sa carrière. La décision a choqué beaucoup de monde. 25 ans, c'est l'âge où une carrière ne fait que prendre son envol. Sa forme physique était idéale, les médailles à venir garanties. Mais un message apparaît sur les réseaux sociaux. Elle n'a plus d'objectif sportif en biathlon. C'est comme si elle avait fait le tour de la discipline et perdu tout intérêt. Vaincre tout le monde ne s'est pas avéré un stimulant suffisant pour continuer. Quand on est au sommet et qu'on voit que la suite n'est qu'une répétition du chemin parcouru, il ne reste plus qu'à partir ou à s'épuiser complètement. Déjà pendant sa carrière, l'athlète s'était passionné pour le ski alpin et l'escalade. Après avoir quitté le sport de haut niveau, ses activités sont devenues une nouvelle profession. Pas un hobby, mais une affaire sérieuse. Elle a obtenu la qualification de guide de montagne en freeride et un certificat de secouriste. Ce ne sont pas de simples papiers, ce sont des heures d'entraînement sur les glaciers, le travail avec les cordes sur des parois verticales, des simulations de chute, la pratique de l'évacuation de blessés dans des conditions où chaque mouvement peut coûter la vie. Elle a participé à de véritables opérations. Elle savait ce que c'était que de sortir quelqu'un d'une crevasse dans un glacier, quand la température est de -20 degrés, que le vent emporte votre voix et que les doigts perdent leur sensibilité, même avec des gants. Elle partait régulièrement en expédition. En 2021, elle a parcouru l'un des itinéraires les plus difficiles du Mont Blanc, là où la paroi est presque verticale et chaque prise peut s'avérer peu fiable. En 2023, le pic Korzenevskoï, à 7105 mètres d'altitude. À cette hauteur, il y a 2 fois moins d'air qu'au niveau de la mer. Chaque pas demande un effort. Les poumons brûlent, la tête se fend par manque d'oxygène. Un an plus tard, l'Ama Dablam, 6814 mètres. Une montagne surnommée le Cervin de l'Himalaya. La pente abrupte des versants, le risque constant d'avalanche, les sections de glace où les crampons crissent sur la glace avec un grincement métallique et où chaque coup de piolet exige de la précision. Et ainsi de suite. L'expérience s'accumulait rapidement. Il était impossible de la qualifier de débutante. Elle connaissait les montagnes. Elle savait comment elles respirent, comment elles changent, comment elles tuent. En 2025, elle s'envole pour le Pakistan pour une grande expédition avec plusieurs ascensions. Le Karakorum est l'un des massifs montagneux les plus sauvages de la planète. Il n'y a pas de sentiers touristiques, pas de refuge de montagne avec du café frais et des lits chauds. Ici, il n'y a que la pierre, la glace et l'altitude qui ne pardonnent aucune erreur. Le 28 juin, des photos de montagne apparaissent sur Instagram avec une légende sur l'entraînement avant le prochain grand objectif. Sur les clichés, des pics acérés s'élançant vers le ciel, des champs de neige crevassés, des parois que l'on regarde de bas en haut en comprenant qu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Dans ses publications, elle critiquait sévèrement l'alpinisme commercial et les files d'attente vers le sommet de l'Everest, où les touristes forment des chaînes humaines.
où les guides traînent littéralement les clients vers le haut, et ceux-ci ne comprennent même pas le danger dans lequel ils se trouvent. Dans une interview, elle a prononcé cette phrase : « En alpinisme, ce qui compte, c'est l'esprit d'aventure, la solitude, la liberté de choisir son itinéraire et la spontanéité sportive. » C'est précisément ce qu'elle cherchait, pas un selfie au sommet, mais le sentiment de prendre ses propres décisions, d'assumer ses propres responsabilités, d'aller là où les autres n'iront pas. Mais revenons au Pakistan. Le 8 juillet, elle réussit l'ascension de la tour de Gasherbrum, à 6287 mètres. Techniquement, c'est l'un des sommets les plus exigeants, une tour avec des parois verticales d'1 kilomètre où une maîtrise exceptionnelle est indispensable. Imaginez, vous êtes suspendu à une corde au-dessus d'un précipice d'1,5 kilomètre. Le vent vous balance comme un pendule. Vos doigts cherchent une prise dans la roche froide. Vos crampons griffent la glace. Chaque mouvement est calculé. Chaque erreur est la dernière. Laura la franchit sans problème et se prépare pour la sortie suivante. L'objectif est le pic Laila. Il convient d'en parler plus en détail, car la presse mentionne généralement simplement une montagne quelconque au Pakistan. En réalité, cet endroit est particulier. Le pic est situé non loin du K2, le deuxième plus haut sommet du monde, dans le massif du Karakorum. Et, point crucial, il est proche de la frontière avec la Chine et le Cachemire. Le Cachemire reste un territoire contesté entre le Pakistan et l'Inde, où des combats éclatent périodiquement. La ligne de contrôle passe quelque part à proximité. Patrouilles militaires, zones interdites. Ce point est essentiel pour comprendre la suite des événements. Le sommet se trouve au sud de la jonction des crêtes de Masherbrum et de Chogolisa. Sur le Chogolisa, d'ailleurs, est mort le légendaire alpiniste allemand Hermann Buhl. Il a été emporté d'une corniche dans le vide blanc. Il marchait en tête. La neige sous ses pieds semblait solide. Puis, elle s'est simplement effondrée dans le néant. Le pic Laila lui-même ressemble à une pyramide acérée. Il se dresse comme une pointe aux arêtes abruptes et aux parois impressionnantes. En le regardant depuis le camp de base, le cœur se serre. La montagne a l'air effrayante. Les pentes sont si raides que la neige y tient à peine. Il n'y a que de la glace et de la roche nue. Presque tous les itinéraires pour y accéder sont des escalades techniques sur des sections quasi verticales. Rester suspendu à une corde pendant des heures, planter des pitons, se déplacer d'un point à un autre. Les mains fatiguent au point de ne plus sentir les doigts. Les jambes tremblent de tension. Et pourtant, on continue de grimper, car il n'y a pas de chemin vers le bas, seulement vers le haut. Les exigences en matière de compétences sont maximales. Voici ce qu'a dit Reinhold Messner, icône de l'alpinisme, à ce sujet dans une interview au journal Bild. Le pic Laila est raide et difficile. Néanmoins, à en juger par sa biographie, Madame Dallmayr pourrait facilement maîtriser cette montagne, même par un itinéraire difficile. Un éloge de Messner a beaucoup de valeur. Il fait rarement des compliments. L'homme qui a été le premier à gravir tous les 8000 mètres sans oxygène, qui a survécu dans des conditions où d'autres périssaient. Ces paroles témoignent du niveau de préparation de Laura. Le 28 juillet 2025, Laura Dallmayr et sa partenaire de cordée, Marina Kraus, une alpiniste expérimentée elle aussi, avec qui elles avaient déjà fait plus d'une expédition, partent à l'assaut du pic Laila. Détail important, ces jours-là, une chaleur anormale régnait qu'au Pakistan. Même sur les hauteurs enneigées, il faisait inhabituellement chaud. La température, qui se maintient habituellement en dessous de zéro, passait en territoire positif. La neige ramollissait. La glace se couvrait d'un film d'eau. Les pierres, habituellement gelées et solidement ancrées dans la pente, commençaient à bouger. Le départ a eu lieu tôt, comme toujours en montagne. Tandis qu'il fait encore nuit, que le froid de la nuit maintient la pente dans un état rigide. Les lampes frontales percent l'obscurité. La respiration forme de la vapeur. Les crampons cristent sur la glace avec ce son caractéristique que tout alpiniste connaît. Le métal sur une surface dure, une prise sûre. La progression se déroule avec succès. Elles atteignent l'altitude de 5800 mètres. Comme nous l'avons déjà mentionné,
Tout l'itinéraire est une escalade sur une paroi verticale avec des exigences techniques élevées. Chaque point d'assurage est soigneusement choisi. Chaque broche à glace est vissée à fond. La corde est tendue. Les mousquetons sont verrouillés. Il reste environ 300 mètres jusqu'au sommet. Presque rien à l'échelle de la vie ordinaire. Mais ici, à près de 6000 mètres d'altitude, où il y a 2 fois moins d'air que la normale, où chaque pas est un effort, cela représente plusieurs heures de travail. Mais à 5800 mètres, la décision est prise de faire demi-tour et de descendre. Marina Kraus en explique la raison. Nous savions que techniquement, c'était à notre portée. Nous étions sûrs que l'ascension était réalisable. Cependant, avant d'atteindre le but, nous avons décidé de ne pas prendre de risques et de commencer la descente. La raison, c'est la météo. Habituellement, après une telle phrase, suit une description d'un refroidissement brutal, de vent, etc. Ici, c'est tout le contraire. Il a commencé à faire vraiment chaud. Le soleil tapait depuis le ciel, se reflétait sur la neige, transformant la pente en fournaise. Les pierres, habituellement retenues par la glace et la neige, ont commencé à dégeler et à se mettre en mouvement. D'abord, ce sont de petits cailloux. Ils passent en sifflant, laissant des sillons dans la neige. Puis, de plus gros. Les alpinistes ont remarqué plusieurs gros blocs passer, lourds, de la taille d'une tête humaine ou plus. Ils volent avec un grondement caractéristique, heurtent des saillies, se brisent, s'effritent en une grêle d'éclats. Un seul de ces blocs peut tuer sur le coup, ou mutiler de telle sorte qu'une personne devienne impuissante. Craignant de nouvelles chutes de pierres, elles ont renoncé au sommet et ont arrêté l'ascension. La bonne décision. En montagne, le sommet n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de revenir vivant. La descente commence. Elle progresse en cordée. Marina Kraus est la première, c'est-à-dire plus bas sur la pente. Elle descend en rappel, à l'aide d'un descendeur. Le métal frotte contre la corde avec un sifflement caractéristique. Les mains contrôlent la vitesse. Les pieds prennent appui sur la pente. Les crampons cherchent un support. Laura la suit intervalle. Technique standard. L'une descend, l'autre assure depuis le haut. Puis elles échangent. Lentement, méthodiquement, en toute sécurité. À une altitude d'environ 5700 mètres, la tragédie se produit. Marina Kraus se souvient. À mesure que nous montions, la neige devenait de plus en plus molle, et nous avons finalement décidé de faire demi-tour. Nous descendions en utilisant des broches à glace. Pendant le 3e rappel, une chute de pierre a soudainement commencé. Soudainement, c'est le mot-clé. Il n'y a pas eu d'avertissement, pas de grondement croissant. Simplement, à un moment donné, une masse de pierre s'est détachée de la pente. Elles ont dévalé avec un rugissement, balayant tout sur leur passage. J'avais atteint le relais suivant, et j'assurais. Et c'est là que j'ai vu une énorme pierre se détacher de la pente et frapper Laura, la projetant contre la paroi. Le choc a été terrible. Un bloc de la taille du torse d'un adulte, volant à une vitesse énorme. Il a touché Laura en pleine tête. Un casque. Oui, elle portait un casque. Mais il y a des chocs contre lesquels un casque ne protège pas. Il y a une force contre laquelle le plastique et la mousse ne peuvent rien. À partir de ce moment, elle a cessé de bouger. De loin, je n'ai vu aucun signe de blessure. Je l'ai appelée, pas de réponse. J'ai vu que la pierre l'avait frappée directement à la tête. Marina crie, sa voix se brise. Le vent emporte les mots. Le silence en réponse. Laura est suspendue à la corde, immobile, les bras ballants, la tête penchée. Au moment de l'accident, Marina Kraus n'avait pas de corde pour atteindre sa partenaire blessée. Elle travaillait avec 2 cordes, mais entre les points d'assurage, il y a un vide de plusieurs dizaines de mètres de pente raide et dangereuse. Pendant plusieurs heures, elle essaie de monter jusqu'à Laura, cherche des passages, tente de traverser la pente. Mais la complexité du terrain et la chute de pierres continue, les pierres continuaient de tomber avec une régularité effrayante, rendent cela impossible.
Chaque tentative de montée risque de se terminer par une chute ou un coup de pierre. Marina comprend que si elle meurt ici, personne ne saura ce qui est arrivé à Laura. Personne ne viendra à l'aide. 2 alpinistes disparaîtront simplement sur la pente, et c'est tout. Elle en vient à la conclusion que le seul moyen d'aider est d'appeler les secours le plus rapidement possible. Sans avoir réussi à atteindre Laura, elle la laisse là où elle se trouve après le choc et commence la descente seule. Ici, il est important de comprendre le contexte. Les 2 alpinistes se trouvent sur une pente raide et techniquement difficile. L'inclinaison dépasse les 60 degrés sur certaines sections. C'est presque une paroi verticale. Sans corde, impossible de passer. Même avec une corde, chaque mouvement est un risque. Laura est frappée à la tête par une énorme pierre, après quoi elle ne bouge plus et ne réagit plus à la voix. Les pierres continuent de tomber près de Marina Kroos. Elle entend leur sifflement, les voit passer à quelques mètres, laissant des traces sur la neige. Chacune peut la toucher. Elle faisait l'ascension en style alpin, c'est-à-dire avec un minimum de cordes et de matériel, en toute légèreté. C'est une pratique courante, surtout pour les alpinistes allemands. Rapide, efficace, sans charge inutile. Mais cela signifie pas de cordes de rechange, pas de grande quantité de matériel pour une opération de sauvetage. Voyant que sa partenaire est blessée, que la chute de pierre continue et qu'elle n'a pas de corde, Marina prend la décision de descendre et d'appeler à l'aide. D'un côté, aurait-elle pu monter jusqu'à Laura pour vérifier son état, peut-être lui prodiguer les premiers soins? Probablement. Cela aurait nécessité plusieurs heures d'escalade dangereuse, sans assurance, sur une pente où une nouvelle chute de pierre pouvait commencer à tout moment. Risquait-elle de tomber ou d'être heurtée par une pierre? Absolument, le risque était très élevé. Aurait-elle pu évacuer Laura seule vers le bas? Bien sûr que non. Descendre une personne d'une telle altitude sur une telle pente est un travail pour une équipe de sauveteurs avec un équipement spécial. Une seule personne est physiquement incapable de le faire. La phrase clé, Marina Kroos a compris que la seule chance de survie pour Laura était une évacuation urgente par les airs. Comme elles sont toutes 2 des alpinistes allemandes, elles ont effectué la plupart de leurs ascensions dans les Alpes. Et là-bas, les services de secours fonctionnent à un très haut niveau. Des sauveteurs qualifiés, en cas d'urgence, atteignent généralement les victimes en quelques heures, parfois plus rapidement. Dans les Alpes, cela se passe ainsi. Un appel, et 1 heure plus tard, un hélicoptère est déjà en vol stationnaire au-dessus de la pente. Un sauveteur descend sur un treuil. Il sécurise la victime. On les remonte tous les 2. On les emmène directement à l'hôpital. Le système est rodé jusqu'à l'automatisme. Il y a là une technologie moderne, capable de voler en relative sécurité à haute altitude. Par réflexe, Marina a commencé à agir de la manière habituelle. Elle a essayé d'appeler les secours le plus vite possible. Seulement, elle n'a pas tenu compte d'une chose. Ce n'est pas l'Allemagne, ni l'Autriche, ni la Suisse. C'est le Pakistan. Et les opérations de sauvetage y sont d'un tout autre niveau. Marina descend plus bas. Chaque mètre est un effort. Ses mains tremblent, non pas de froid, mais de stress. Dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite elle descendra, plus vite l'aide arrivera. Plus grandes seront les chances que Laura survive. Plus bas, elle est récupérée par d'autres alpinistes et emmenée dans un camp sûr. Là, elle contacte les coordonnateurs, explique la situation. C'est alors que commence l'opération de sauvetage. Et, comme on peut s'en douter, personne n'a jamais approché le corps de Laura Dallmayr. Est-elle morte sur le coup? A-t-elle été blessée? Ou a-t-elle simplement perdu connaissance? C'est inconnu. Selon la description de Marina Kroos, la mort a très probablement été instantanée. Mais il n'y a aucune certitude à 100%. Ce qui laisse une question que personne ne veut poser à voix haute. Et si elle était vivante? Et si elle gisait là, immobile, mais respirant encore, sentant encore? Et avec chaque heure qui passait, ses chances s'amenuisaient. Comme l'espérait Marina Kroos, l'hélicoptère n'est bien sûr pas venu immédiatement pour Laura.
Les appareils militaires pakistanais n'ont pas pu décoller en raison de la mauvaise visibilité, de la pluie et du vent fort. Dans le Karakoram, le temps change en quelques minutes. Un ciel clair se transforme en un voile gris. Le vent se renforce au point qu'un hélicoptère ne peut tout simplement pas se maintenir en l'air. La visibilité tombe à zéro. Les pilotes refusent de voler, non par lâcheté, mais parce que c'est un suicide. Cela signifiait que Laura devait passer une nuit glaciale, à une altitude où la température descend bien en dessous de zéro, -10, -15, et avec le vent, cela se ressent comme -30. De plus, elle n'avait ni tente ni sac de couchage. Elle était suspendue sur la pente avec l'équipement qu'elle portait. Une combinaison d'alpinisme, une doudoune, un casque. Mais sans protection contre le vent, sans possibilité de se réchauffer, cela ne signifie rien. Le froid pénètre à travers toutes les couches. Le corps commence à perdre de la chaleur. D'abord, les extrémités s'engourdissent. Puis, le rythme cardiaque ralentit. Puis vient l'hypothermie. Et de toute évidence, il y avait un grave traumatisme dû au choc de la pierre. Peut-être un traumatisme crânien, peut-être des fractures, peut-être une hémorragie interne, ou peut-être tout cela à la fois. Pendant ce temps, 2 équipes, 4 alpinistes de niveau international, 3 Américains et un Allemand, probablement Thomas Hubert, ainsi que 2 porteurs locaux tentent de l'atteindre, à pied. Mais cela prend beaucoup de temps. Du camp de base au point où se trouve Laura, il y a plusieurs milliers de mètres de dénivelé et des dizaines de kilomètres d'approche. Il faut monter avec du matériel, à travers un terrain difficile, dans des conditions où chaque pas demande un effort. L'obscurité, la fatigue, l'air raréfié. Leur progression a été stoppée par la nuit et le mauvais temps. En montagne, on ne marche pas la nuit, c'est trop dangereux. On ne voit pas où l'on met les pieds. Il est facile de faire un faux pas, de tomber, de s'égarer. Le président du club alpin du Pakistan, Qarar Hideri, a déclaré « Laura est toujours à haute altitude et ses chances de survie sont de 50-50. Son sort dépend de la clémence de la météo. » 50-50, c'est soit une formulation diplomatique, soit un optimisme sincère. Car en réalité, les chances étaient moindres, bien moindres. Un traumatisme crânien, une nuit dans le froid sans protection, l'absence de soins médicaux, c'est une mort quasi certaine. Le lendemain de l'incident, un hélicoptère a survolé la zone. Il n'a pas pu s'approcher de la pente, trop dangereux, vent trop fort. Mais de loin, il a repéré une alpiniste sans mouvement, selon eux, sans signe de vie. On ne sait pas comment, depuis une grande altitude, on peut déterminer si une personne est vivante ou non. On ne voit pas la respiration, on ne peut pas vérifier le pouls. Les mouvements, si une personne est inconsciente, il n'y en aura pas. Ainsi, il a été déclaré qu'elle était au moins gravement blessée. Encore une fois, personne ne s'est approché du corps. Et l'alpiniste aurait très bien pu être encore en vie. Elle aurait pu être là, dans le coma, en état de choc, inconsciente, mais avec un cœur qui battait encore. Et chaque heure, son état se détériorait. Mais les opérations de sauvetage ont commencé à être rapidement réduites. Sur la base de la description de la gravité des blessures données par sa partenaire, il a été supposé que Dallmayr était décédé sur le coup. La descente du corps a été déclarée impossible en raison des conditions difficiles sur le pic Layla, chute de pierre et mauvais temps. Les alpinistes secouristes ont fait demi-tour. Ils sont redescendus au camp de base, ont rassemblé leur équipement et sont retournés à leurs expéditions respectives. La proposition d'utiliser des secouristes et du matériel d'autres pays n'a même pas été envisagée. Il y avait des gens prêts à aider, il y avait des hélicoptères, il y avait des spécialistes, mais ils n'ont pas été autorisés à intervenir. Il y a ici un détail peu évident qui n'est pas mentionné dans la presse. Le pic Layla se trouve à la frontière du Cachemire, où des combats ont toujours lieu entre le Pakistan et l'Inde. Selon la loi pakistanaise, seuls les hélicoptères militaires peuvent y voler. Ce n'est pas une simple formalité bureaucratique, c'est une question de sécurité nationale pour les autorités locales. La frontière est une zone fermée, patrouille, poste de contrôle. Les militaires surveillent chaque mouvement. Un hélicoptère étranger dans cette région est une menace potentielle,
de l'espionnage, une violation de la souveraineté. L'alpiniste Stefan Nestler a noté dans une interview à la chaîne de télévision ARD que la situation politique avait compliqué l'opération de sauvetage. Il a déclaré « C'est une région politiquement extrêmement explosive. Seuls les militaires pakistanais sont autorisés à y effectuer des vols de sauvetage, mais cela nécessite une autorisation spécifique. Et une autorisation, c'est une chaîne d'approbation, une demande au ministère. De là au commandement militaire, vérification, discussion, signature, tampon. Cela peut prendre des jours, et pour un alpiniste blessé, le temps se compte en heures. Par conséquent, il peut falloir beaucoup de temps aux secouristes pour atteindre la victime. De plus, le risque de chute de pierre dans les montagnes du Karakorum cet été est extrêmement élevé en raison des températures élevées et du faible niveau de précipitation. Les secouristes risquaient eux-mêmes d'être partés par une pierre. Le temps s'est brusquement détérioré. Dans de telles circonstances, une autre opération de sauvetage aurait été irresponsable. À la place, un hélicoptère Mi-8 a été envoyé sur la montagne, une machine qui peine à dépasser les 4000 mètres. Un vieil appareil, usé, non conçu pour de telles altitudes. Il s'y est écrasé avec les secouristes. Des gens qui essayaient d'aider sont morts. Dans l'histoire de Laura, il semble qu'il y ait aussi des hélicoptères et des secouristes capables de la descendre. Mais seuls les militaires peuvent voler, après une longue procédure d'approbation. Et pendant que ces approbations sont en cours, le temps passe. Les chances diminuent. La vie s'échappe. Dans les commentaires, on rencontre souvent l'opinion « Comment ça? Ne peut-on pas descendre tout le monde en hélicoptère? Un hélicoptère s'est bien posé au sommet de l'Everest, donc on peut sauver tout le monde. » Mais c'est une idée fausse. Oui, un hélicoptère s'est posé sur l'Everest, une fois, dans des conditions météorologiques idéales, avec le meilleur pilote du monde, sur une machine spécialement modifiée. Et c'était un record, pas une opération de routine. Les conditions météorologiques dans lesquelles les hélicoptères peuvent voler sont très limitées. En montagne, de telles conditions sont extrêmement rares. Une fenêtre peut durer quelques heures, voire quelques minutes. Si vous la manquez, vous attendez la suivante. Et la suivante peut ne pas se présenter avant plusieurs jours. De plus, de tels hélicoptères, et surtout de tels pilotes capables de voler en montagne à haute altitude, se trouvent principalement dans les Alpes. Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, peut-être France, et au Népal, où il y a beaucoup de touristes fortunés qui payent d'énormes sommes pour leur sécurité. Là-bas, l'aviation de sauvetage est bien financée. Le matériel est renouvelé, les pilotes s'entraînent constamment. Ailleurs, être secouru par hélicoptère à une altitude supérieure à 5000 mètres relève plus de la chance que d'un système. On peut avoir de la chance, ou pas. Cela dépend de la météo, de la disponibilité du matériel, de la situation politique, d'une dizaine de facteurs que l'on ne contrôle pas. Et même avec le matériel, ce n'est pas simple du tout. L'hélicoptère doit se maintenir en vol stationnaire à une altitude énorme, où l'air raréfait réduit la portance. À 6000 mètres, il y a 2 fois moins d'air qu'au niveau de la mer. Les pales fonctionnent à leur limite. Le moteur rugit. La machine tremble. Se maintenir en vol stationnaire près des rochers où les courants d'air peuvent le projeter contre la paroi. Le vent en montagne est imprévisible. Il change en quelques secondes. Un courant puissant peut simplement jeter l'hélicoptère contre les rochers, ou le retourner, ou le faire chuter. Ensuite, depuis cette machine miraculeusement en vol stationnaire, un sauveteur doit descendre sur un treuil. Il est suspendu sous l'hélicoptère, se balance, peut heurter la paroi. Il cherche la victime, la fixe dans un harnais spécial. Tout cela à une altitude où chaque mouvement est un effort, où l'oxygène est rare, où il y a le froid, le vent, le danger. Puis on les remonte tous les deux. Le câble se tend, le treuil fonctionne. Et pendant tout ce temps, l'hélicoptère doit rester sur place, ne pas dévier, ne pas tomber. Le pilote travaille à la limite de sa concentration. La moindre erreur est une catastrophe. Je vous propose de regarder à nouveau les photos de vrais sommets, par exemple le pic Laila.
Ce ne sont pas des collines douces que les enfants dessinent. Ce sont des pentes très raides, des parois presque verticales, des arêtes acérées. Montrez-moi un endroit sur ce pic où un hélicoptère pourrait se poser ou même simplement se maintenir en vol stationnaire. Il n'y en a pas. L'opération de sauvetage a été annulée le soir du 29 juillet, un jour seulement après l'incident, même si Laura aurait pu être encore en vie. La décision a été prise rapidement. Peut-être trop rapidement. Mais qui peut-on juger ? Le 30 juillet 2025, le manager de Laura Dahlmeier a annoncé son décès et a fait part de son testament. Il a déclaré « Laura Dahlmeier a exprimé par écrit le souhait que, dans un tel cas, personne ne devait risquer sa vie pour la secourir. » Dans ce cas, son souhait était de rester sur la montagne. C'est également dans l'intérêt de ses proches qui demandent instamment que la dernière volonté de Laura soit respectée. Le testament avait été écrit à l'avance. De nombreux alpinistes professionnels en font de même. Ils connaissent les risques, ils savent ce qui peut arriver, et ils laissent des instructions, au cas où. Ainsi, Laura Dahlmeier est restée pour toujours dans les montagnes. Elle avait 31 ans, l'âge où la vie ne fait que commencer. Des décennies de possibilités, de découvertes, d'ascensions s'offraient à elle. Tout s'est arrêté en une seconde. L'alpiniste Thomas Hubert, qui a participé aux opérations de sauvetage, a ajouté qu'il n'y aurait pas de tentative pour descendre sa dépouille. Il a dit « Une telle opération serait risquée pour les secouristes et nous savions tous que Laura ne l'aurait jamais voulu. C'était une fille de la montagne et maintenant elle repose sur une montagne magnifique. » Des belles paroles, peut-être même vraies. Mais derrière elles, on sent toujours de l'amertume. Parce que reposer sur une montagne magnifique est un euphémisme. La réalité est la suivante. Le corps gît sur la pente, gèle lentement, est recouvert par la neige, devient une partie du paysage. Dans quelques années, il ne restera que des os et du matériel. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré « Comme beaucoup dans notre pays, je me suis inquiété pour elle jusqu'au bout. Et j'ai espéré qu'on pourrait la sauver après le tragique accident survenu lors de son ascension au Pakistan. Laura Dahlmeier était une ambassadrice de notre pays dans le monde, un exemple de vie pacifique, joyeuse et juste, sans frontières. C'est ainsi que notre pays se souviendra d'elle. » Des paroles officielles, mais derrière elles, une véritable tristesse. Le pays a perdu une héroïne. Une famille a perdu une fille. Des amis ont perdu une personne avec qui ils allaient en montagne, riaient au coin du feu, partageaient des projets. Concernant le corps, elle a légué ou resté dans les montagnes. Tout cela semble beau, voire romantique, mais au Pakistan, il est de coutume de descendre les corps des sommets. Les autorités n'aiment pas que des étrangers décédés restent sur leur territoire. C'est mauvais pour la réputation, mauvais pour le tourisme. Il est donc tout à fait possible que sa dernière volonté ne soit pas respectée et qu'elle soit descendue. Dans 1 an, dans 2 ans, quand le temps le permettra, quand on trouvera des gens prêts à le faire pour de l'argent. Bien qu'elle se trouve dans un endroit très difficile d'accès, et peut-être qu'on ne parviendra vraiment pas à l'atteindre. Alors, elle y restera pour toujours. Si l'on compare cette histoire à celle de Natalia Nogovitsina sur le pic Pobede, on se retrouve dans les 2 cas face à un choix difficile, où les sauveteurs doivent risquer leur vie pour sauver une alpiniste peut-être en vie. Dans le cas de Natalia Nogovitsina sur le pic Pobede, les opérations de sauvetage ont duré 2 semaines, voire un peu plus. Au cours de ces 2 semaines, l'alpiniste italien Carlo Pinelli est mort. Il a fait une chute en tentant de monter jusqu'à Natalia. Un alpiniste allemand a subi des gelures, il a perdu plusieurs doigts. Le partenaire de cordée de Natalia, Roman, a également eu des gelures, aux mains, aux pieds, au visage. Un hélicoptère Mi-8 avec des secouristes s'est écrasé. La machine n'a pas supporté l'altitude, a commencé à tomber, a heurté la pente et s'est disloquée. 6 personnes ont été blessées, y compris des fractures de la colonne vertébrale. Certains sont restés handicapés à vie. Finalement, Natalia Nogovitsina n'a pas pu être sauvée. Elle est morte sur la pente. Et à sa mort se sont ajoutés les morts et les mutilations de ceux qui ont tenté de la sauver.
Dans le cas de Laura Dallmeyer, les opérations de sauvetage ont été interrompues le lendemain. Elles n'ont duré qu'une journée, et au cours de cette journée, il n'y a pas eu de victimes humaines supplémentaires. Personne n'est mort, personne n'a été blessé. Une seule perte, Laura elle-même. Quelle conclusion peut-on en tirer? La plus simple se lit dans les commentaires de ce genre de nouvelles. Il ne faut pas les sauver, ils y sont allés d'eux-mêmes. Pourquoi risquer la vie des sauveteurs pour ceux qui prennent consciemment des risques? On ne peut être d'accord avec cette conclusion. Il faut sauver tout le monde. Car si nous commençons à choisir qui sauver et qui ne pas sauver, en fonction du fait que la personne est coupable de son malheur ou non, nous cesserons d'être humains. Un alpiniste tombe, c'est sa faute, on ne le sauve pas. Un touriste se perd, c'est un idiot qu'il se débrouille. Un enfant tombe dans un puits, les parents n'ont pas surveillé, c'est leur problème. Non, il faut sauver tout le monde, c'est le fondement de l'humanité. Mais les sauveteurs doivent évaluer sobrement les risques. S'ils comprennent qu'une opération de sauvetage entraînera de nouvelles victimes humaines, alors il ne faut pas prendre ces risques. Car perdre 10 personnes pour en sauver une qui n'a presque aucune chance de survivre, ce n'est pas de l'héroïsme. C'est un gaspillage insensé de vie. C'est une décision terrible. Personne ne veut la prendre. Mais parfois, il le faut. Et celui qui prend une telle décision vivra avec cela toute sa vie. Il se réveillera la nuit en pensant « Et si on avait pu la sauver? Et s'il y avait eu une chance ?» Pour que ces risques diminuent, il faut améliorer le niveau des opérations de sauvetage. Et pour cela, il faut améliorer le niveau des sauveteurs et du matériel. Au Népal, par exemple, qui n'est pas le pays le plus avancé technologiquement, des alpinistes sont descendus quasi régulièrement de hauteur allant jusqu'à 7000 mètres, et cela se fait de manière continue. Il existe des sociétés de sauvetage privées spécialisées dans les opérations en haute altitude. Il y a des pilotes expérimentés qui connaissent les montagnes, la météo et savent comment agir. Dans les Alpes, les hélicoptères de sauvetage arrivent auprès des victimes en à peine une demi-heure. Le système fonctionne comme une horloge. Appel, décollage, sauvetage, hospitalisation. Tout est peaufiné dans les moindres détails. Des centaines de personnes sont sauvées chaque année. Il y a des pays et des montagnes où les opérations de sauvetage se déroulent vraiment rapidement et à un haut niveau. Mais c'est loin d'être le cas pour tous les massifs montagneux. Le Karakorum, le Pamir, les régions reculées de l'Himalaya, là-bas, c'est différent. Là-bas, vous êtes seul. L'aide peut ne jamais arriver, et c'est un gros problème. Peut-être faut-il des accords internationaux sur les opérations de sauvetage. Peut-être faut-il des fonds spéciaux qui financeraient la création de bases de sauvetage dans les régions reculées. Peut-être faut-il former davantage de sauveteurs locaux, les équiper de matériel moderne. En attendant, quiconque va dans les hautes montagnes doit comprendre « tu es seul là-haut, l'aide peut ne pas arriver ». Et la seule chose sur laquelle tu peux compter, ce sont tes propres compétences, ton expérience et ta chance. Laura Dallmeyer le comprenait. Elle était une professionnelle de très haut niveau. Elle connaissait les risques. Elle était prête à les accepter. Et elle a été confrontée à ce contre quoi aucune préparation ne protège, le pur, l'aveugle hasard. Une pierre a volé dans sa direction, pas un peu plus à gauche, pas un peu plus haut, mais exactement là où elle se trouvait. Une seconde, et tout a été décidé. Telle est la nature des montagnes. Elles ne pardonnent pas, elles ne choisissent pas, elles sont, tout simplement. Et si vous décidez d'y aller, vous acceptez leurs règles.